Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de nom de domaine. Et avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. C'est un truc de speaker pour vous impliquer dans la conférence. C'est qui parmi vous connaît une adresse IP par cœur, comme ça, à main levée? On a vraiment une belle bande de geeks. Parce que là, on a 50% de la salle là, qui lève la main. J'imagine qu'on aurait été un peu moins nombreux à répondre si j'avais posé la même question pour une adresse IP V6. Voilà, j'imagine, hein. Dernière question comme ça. Qui parmi vous connaît un numéro de téléphone autre que le sien par cœur? Et là, j'attends à peu près que 100% de la salle répondent. Normalement, c'est le cas. Le numéro de votre mère, le numéro de téléphone du Père Noël, ça fonctionne. Qu'est-ce que j'essaye de prouver avec cette question, en fait, c'est que l'être humain a la capacité cognitive de retenir une suite de numéros aléatoires par cœur. Ce n'est pas un problème pour l'être humain, on est assez bon à ça. Le problème, c'est quand on a beaucoup de numéros à retenir par cœur, là, on va avoir tendance à utiliser ce qu'on appelle un annuaire, hein, basiquement. Pourquoi je parle d'annuaire? C'est parce que pour moi, les noms de domaine, c'est un peu l'annuaire de l'Internet. Et c'est plus que ça, en fait, c'est vraiment la porte d'entrée vers le web. Et ça va être le chemin le plus emprunté pour accéder au web. Assez peu d'entre nous savons comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les acteurs, etc. Vous êtes au bon endroit, je vais vous parler de ça. Moi, c'est Thomas Fabre. Je suis développeur chez Takima et j'ai bossé pendant 3 ans pour l'organisme qui s'occupe des noms de domaine du .fr. Donc j'ai appris un petit peu de trucs par rapport aux noms de domaine. J'avais envie de partager ça avec vous. Je travaille pour Takima et on a plein de stickers aussi, donc n'hésitez pas à venir à la fin de la conf ou à venir me toper dans les couloirs. Je serai là aujourd'hui et demain pour réclamer des stickers ou parler de noms de domaine ou d'autres choses. Je ne fais pas que ça. Et bref, aujourd'hui on va parler de noms de domaine et je vais commencer en vous racontant une histoire. Cette histoire, elle commence avec un satellite. Ça, c'est le Sputnik. En 1957, l'URSS envoie le premier satellite dans l'espace. Alors, ça fait flipper les Américains et en réaction à ça, ils créent l'ARPA, dont le but est de faire de l'innovation militaire. Dans les années 60, on avance un petit peu et les ordinateurs, ça ressemble à ça. C'est des grosses machines opérables manuellement et des fois, les scientifiques doivent parcourir tout le pays pour pouvoir y accéder. Ça crée un peu de frustration et les gens se disent qu'est-ce que ce serait génial de pouvoir utiliser ces ordinateurs à distance depuis chez moi. Pour ça, ils ont besoin d'un réseau. En 1966, l'ARPA va accorder un budget pour la création de ce réseau-là. Donc ça va prendre 3 ans, mais au bout de ces 3 ans, l'ARPANET va être créé. Et alors, petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, le premier message envoyé sur ce réseau, ce sera login. Et en fait, ça devait être login. Au bout de l'envoi des 2 premiers caractères, le réseau plante. Et en fait, bon, les 2 seuls caractères qui sont envoyés, ce sera hello. Trêve d'anecdotes. On avance un peu dans le temps et en 1971, l'Internet, ça ressemble à ça. Donc il y a de plus en plus de machines et c'est de plus en plus compliqué, on va dire, de savoir quel service est derrière quelle machine. Pour adresser ce problème, en fait, il y a une personne géniale qui s'appelle Peggy Karp, c'est une femme, il y en a dans l'informatique, c'est bien, qui a une idée toute bête, c'est de créer un annuaire en fait des machines. Et donc, elle va créer le fichier host.txt. Le fichier host.txt, il existe encore en fait sur nos machines, sur les Unix, c'est le etc/host. Hein. Et l'idée est toute simple. On associe l'identifiant de la machine à un nom qui est beaucoup plus simple à retenir. Donc ça, c'est un exemple du fichier originel, le premier host. Alors, on va focaliser un petit peu plus sur le processus d'enregistrement des noms en fait, dans ce fichier. À l'époque, quand un opérateur rajoutait une machine sur le réseau, il devait contacter le Stanford Research Institute. Il lui envoyait un mail pour dire « Hey, il y a une nouvelle machine là sur le réseau, prends-en compte. » Et le Stanford Research Institute, ce qu'il faisait, c'est qu'il compilait tout ça dans le fichier host.txt, qu'il mettait sur un FTP public, et les opérateurs réseau devaient régulièrement aller récupérer la dernière version du fichier host.txt et l'installer sur toutes les machines pour qu'on puisse accéder au nom de domaine, d'une certaine manière. On sent bien que ça risque d'avoir des problèmes de tenue d'échelle, surtout que au cours de l'histoire, on sait que Internet, ça a genre un petit peu évolué, en fait, hein, et il y a de plus en plus de nœuds sur le réseau. Du coup,
dans les années 80, on est à peu près à 300 hosts dans le fichier host.txt, mais les gens voient les limites assez vite et ils se disent, bon, on va essayer de créer des alternatives, etc. Mais aucune n'est réellement convaincante. Soit c'est overkill, soit il n'y a pas assez de fonctionnalités, etc. Jusqu'à ce que, en 1983, un certain Paul Moka-Petris pose les fondements de ce qui va être le DNS dans 2 RFC. J'adore les RFC, hein, il y en a plein au cours de la présentation. Les RFC 882 et 883. Ces RFC vont être reprises par des étudiants de l'université de Berkeley et ils vont implémenter le premier serveur DNS connu et encore utilisé à ce jour, Bind pour le Berkeley Internet Name Domain. Donc en 1984, Bind sort et ça va être très vite en fait, ça va connaître un certain succès puisqu'en 1987, là où dans le fichier host.txt on a quand même 5500 hosts, hein, c'est pas rien avec le processus que je vous ai expliqué. Bon, dans le serveur DNS, on sert déjà 20 000 noms, 20 000 hosts. En 87, on a une adoption réussie, c'est l'avènement du DNS. Alors, je vous ai parlé de DNS, de nom de domaine, etc. À quoi ça sert un nom de domaine exactement? Alors, il y a un rôle, on va dire, fonctionnel au nom de domaine. On est d'accord qu'un nom, d'une certaine manière, c'est quand même un peu plus facile à retenir qu'une adresse IP, surtout une adresse IPv6. Hein. Ça saute aux yeux. Il y a également le nom de domaine révèle une intention sémantique. Quand on va aller sur un site web, ça va être le site, ça va être le nom d'une marque, ça va être ça va être un service donné, etc. Donc en lisant un nom de domaine, on a l'idée du service qui va être derrière l'informatique. Ça, c'est pour l'aspect fonctionnel. Mais bien souvent, en fait, on ne pense pas à l'aspect technique. Avant tout, un nom de domaine, ça cache une adresse IP. Et une adresse IP, c'est une information physique. Ça va être lié à notre FAI, ça va être lié à où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Et c'est des informations qui peuvent changer, en fait. Et l'avantage de passer par un nom de variable, hein, typiquement, c'est que on n'a plus besoin de retenir cet aspect technique. Et il y a un autre truc aussi, bien souvent, en fait, on va chez nos hébergeurs et nos fournisseurs d'hébergement, quand on va héberger un site web sur leur machine, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rationaliser un peu les trucs et ils vont installer plusieurs serveurs sur leur serveur physique. Hein. Donc, une seule adresse IP pour plusieurs services et ils utilisent les noms de domaine comme discriminants. Donc, il y a un réel aspect technique fondamental dans l'Internet sur les noms de domaine. Puis tout à l'heure, je vous parle de nom de domaine. Je n'ai pas été très rigoureux, je n'ai pas défini réellement ce que c'est, donc on va parler de ça. Dans nom de domaine, il y a 2 aspects, il y a nom et domaine. Voilà, c'est assez simple. Intéressons-nous au domaine. Un domaine, pour ceux qui essayent de comprendre un peu ce que c'est un ensemble de machines reliées à Internet qui possèdent une caractéristique commune. Qu'est-ce qu'on entend par là? Typiquement, tous les domaines en .fr sont de près ou de loin liés à la France. Hein, donc paris.fr, rivieradev.fr, vous voyez le truc. De même, les sous-domaines de Rivieradev, on a le www.rivieradev, 2018 Rivieradev, on a un sous-domaine, une sous-gouvernance en fait du truc. Donc là, c'est un aspect un petit peu sémantique qu'il y a derrière le .fr. Il peut y avoir des règles de gestion liées à un domaine, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais chacun administre son domaine comme il l'entend. Donc, un domaine, c'est un ensemble de machines reliées à Internet qui possèdent une caractéristique commune. Et les noms, alors? J'ai passé un peu vite. Ça, c'est un nom de domaine, tout ce qui est de plus classique. Un nom de domaine, il est composé de différentes choses. Il est composé de labels séparés par des points. Donc là, je les ai mis en évidence, les labels, les points. Hein. Et en fait, dans le monde des noms de domaine, chacun de ces petits labels a son petit nom. Donc on a le subdomain, www, le nom de domaine en lui-même qu'on appelle le second level domain, et on a l'extension qui, dans le jargon, on appelle TLD, pour top level domain, TLD. On va se pencher un petit peu sur l'histoire des TLD parce que voilà, j'aime bien les noms de domaine et je trouve ça intéressant. Donc les TLD. En 1984, quand Bind sort, hein, donc le premier DNS, il sort avec 6 TLD. C'est des TLD qu'on va appeler des GTLD, JTLD pour Generic TLD. Top level domain, c'est le .com pour tout ce qui est dédié au commerce, le .edu à l'éducation, je ne vous les fais pas tous, vous les connaissez. Et très rapidement, on va voir dès l'année suivante apparaître les premiers noms de domaine associés à un pays.
c'est le point US qui sort en premier parce que les États-Unis ils sont à la base des infrastructures, etc. Puis bon, les États-Unis, hein. C'est des noms de domaine qu'on va appeler des CCTLD pour Country Code Top Level Domain, hein. Et très rapidement, il ne va pas y avoir que les États-Unis qui vont avoir leur CCTLD. Ça va être accompagné de la Grande-Bretagne et de l'Israël. On va avoir le Japon, la France l'année suivante. Et au cours des ans, on va avoir de plus en plus de CCTLD. Jusqu'en 98, où l'organisation qui gère un petit peu les noms de domaine se dit ouais, ça fait un certain temps hein, déjà que les noms de domaine existent et on n'a toujours que 6 extensions génériques. Pourquoi on tient l'abri d'autant que ça n'a pas de sens. Et donc à partir de 98, ils vont sortir 6 nouveaux GTLD, à savoir que le point muséum, actuellement, il est opéré par la France. Il y en a qui sont très fiers de ça. Je vous laisse juger. Ça met à peu près 6 ans à être complètement opérationnel. Il y a des délais et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de GTLD compliqué. Jusqu'à ce qu'en 2012, l'organisation qui gère tout ça se dit non mais en fait, on tient l'abri de ouf, là, ça sert à rien. Il y a une super opération commerciale à faire. On va libérer tout ça et on va lancer un appel d'offres. Donc toutes les entreprises, toutes les régions, les départements, etc., qui veulent un TLD, ils peuvent faire leur appel d'offres et puis nous, on va leur accorder le TLD en fonction de l'argent qu'ils vont mettre dedans. Donc à partir de 2012, on va avoir beaucoup de TLD. À savoir qu'actuellement, il y en a 1480, il y en a de nouveaux qui arrivent assez régulièrement. Donc on a à peu près 1228 GTLD maintenant. Là, on n'a que 252 CCTLD. Je vous ai parlé de je vous ai parlé de l'organisation qui gère tout ça, mais à qui je fais allusion en fait? À la base, je parle de John Postel. Alors ce barbu là, il est très gentil, il paix à son âme d'ailleurs, c'est lui qui gérait les noms de domaine à la base et tout ce qui gravitait autour de l'Internet d'une certaine manière aux États-Unis. Mais l'Internet étant ce qu'il est et son évolution, ça va être un peu compliqué à gérer pour une seule personne tout l'Internet. Donc ils vont créer ce qu'on appelle l'IANA. L'IANA, c'est The Internet Assigned Number Authority. Donc qu'est-ce que fait l'IANA ? L'IANA, elle gère la racine du DNS. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais y revenir, donc ne vous inquiétez pas. Hein. C'est elle qui s'occupe de la distribution des adresses IP à travers les différentes régions du monde, qui fait le découpage et qui les dispatche un petit peu. Et c'est aussi elle qui gère les numéros de port associés au protocole. Si aujourd'hui HTTP c'est sur le port 80, on peut remercier l'IANA. Voilà. Internet continue d'évoluer, ça continue de grossir, il y a de plus en plus d'enjeux économiques, etc. Donc on a besoin d'une plus grosse structure. Ils vont créer l'ICANN. Alors l'ICANN, actuellement, c'est eux qui gèrent un peu tout ce qu'il y a autour des noms de domaine et plus encore. C'est The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Alors, l'ICANN a complètement, l'IANA est dans l'ICANN, hein, donc ils ont toutes les prérogatives de l'IANA, mais ils éditent aussi un certain nombre de règles vis-à-vis des noms de domaine. C'est eux qui gèrent l'ouverture des nouveaux TLD, c'est eux qui autorisent des règles par rapport aux noms de domaine. Typiquement, les IDN, c'est les noms de domaine internationaux, donc les caractères accentués, les sinogrammes, etc. dans les noms de domaine. Et ils réservent aussi un certain nombre de noms et de TLD. Si vous ne le savez pas, en fait, les TLD localhost, invalide, test et example, ça ne sera jamais pris par une quelconque organisation que ce soit. C'est des TLD qui sont réservés à la documentation, de même que example pour com, net et org. Et l'ICANN surveille les registres. Ils veillent au grain, ils font en sorte que le DNS fonctionne à travers le monde et ils n'hésitent pas à sévir en cas de problème. Parlons un peu du DNS. Alors, le plus simple pour vous parler du DNS, c'est un exemple. Alors pour ça, je vais utiliser un volontaire que je ne vais pas désigner parmi vous. Je vais utiliser Jackson, qui est toujours volontaire. Et Jackson, en fait, il cherche à faire une chose, c'est aller sur le site de Riviera Dev. Basiquement, Jackson, c'est pas Monsieur Tout le Monde. Il n'utilise pas un moteur de recherche. Il va sur son navigateur, il tape directement dans sa barre d'URL Riviera Dev. C'est plus simple pour l'exemple aussi. Alors, on est tous informaticiens ici, hein. On sait que les ordinateurs, ils ont du mal avec les subtilités de la sémantique. Eux, ils ont besoin de nombres. Et pour contacter un serveur sur Internet, ils ont besoin d'une adresse IP.
Donc le navigateur, il va se dire, OK, RivieraDev, attends, moi j'ai besoin de son adresse IP. Et donc d'abord, en fait, il va regarder dans son cache, voir s'il n'a pas déjà l'information. Bon, s'il a l'information dans son cache, là, mon exemple, il s'arrête, donc il ne l'a pas. Hein. S'il n'a pas l'information, il va demander au système d'exploitation. Pareil, cache, là, il ne l'a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va demander à notre résolveur. Bien souvent, un résolveur de nom de domaine. Et bien souvent, ce résolveur, en fait, il est donné par notre fournisseur d'accès Internet. Quand on se branche en Internet, il y a DHCP qui fait ses affaires. On reçoit une adresse de passerelle, une adresse IP. Et souvent, on reçoit une adresse de résolveur. On peut la configurer, avoir le nôtre, etc. Mais par défaut, on ne le fait pas souvent. Donc, bon, je ne vous cache pas qu'il y a du cache aussi, hein, bien sûr. Mais là, notre résolveur, c'est la première fois qu'on demande RivieraDev. Du coup, il ne sait pas. Et quand un résolveur, il ne sait pas, il va découper le nom de domaine et il va aller contacter la racine du DNS, le serveur .root. Je vous parle du serveur .root, mais en fait, il y a plusieurs serveurs. C'est a.root-serveur.net jusqu'à M. Il y en a 13 et derrière ces noms de domaine, il y a beaucoup de machines. C'est répliqué, etc. Parce que bon, si le DNS tombe, on est dans la panade un peu. Hein. Et le serveur .root, la racine du DNS, elle ne retient pas les adresses IP associées au nom de domaine. Il y en a un petit peu des noms de domaine. Ça fait un peu beaucoup pour lui. Ce qu'il fait, c'est qu'il délègue. Et donc, les serveurs .root, il sait qui administre quelle extension, quelle zone. Et là, il va dire rivieradef.fr, je ne connais pas son adresse IP, mais je sais qui gère ça. C'est le DNS du .fr. Donc notre petit résolveur qu'on appelle résolveur récursif parce que il va faire des allers-retours comme ça. Il va dire OK, bon, j'ai pas mon information, mais j'ai une information supplémentaire. Je vais aller pouvoir contacter le DNS du .fr. Donc on va lui demander bon, RivieraDev, tu connais pas. Notre DNS il va dire ouais, bien sûr, je connais. C'est ces trucs-là, c'est ces serveurs-là qui gèrent le truc. Donc bon, il résout leur nom, il a les adresses IP dans son cache. Notre résolveur, il fait des allers-retours. On vous a dit, c'est les vraies infos. Je vais aller regarder, voilà, c'est rigolo. Donc notre résolveur, ce qu'il va faire quand il a deux NS, comme ça il va répartir aléatoirement sa requête pour répartir la charge, hein, tout simplement. Et donc là, parce que c'était plus court, il va aller chercher ns6.grandi. Mais bon, ça c'est juste pour le talk. Et donc ns6.grandi qui a l'adresse IP de RivieraDev, il va lui dire bah ok, moi c'est cette adresse IP là qui a derrière ce site là. Notre résolveur il est très content. Il a l'information, il a fait remonter à notre système d'exploitation. Notre système d'exploitation, il met ces trucs-là en cache, etc. Il transmet ça à notre navigateur qui va enfin pouvoir aller contacter le site RivieraDev. Et Jackson est content. Bon, voilà, il est content. Si vous voulez un petit peu voir et vous amuser avec ça, il y a des lignes de commande pour résoudre un nom de domaine, dig sur Unix, NSLOOKUP qui est aussi sur Unix, mais surtout sur Windows. Et parlons un petit peu de sécurité. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Alors, à savoir que DNS, il est basé sur UDP. Alors, UDP, on reprend les cours basiques de l'école, c'est User Datagram Protocol. Et qu'est-ce qu'il faut voir avec UDP? C'est un protocole qui gère l'envoi de paquets sur une adresse IP pour un port donné. Il se fiche de savoir si le paquet est bien arrivé à destination. Il se fiche de savoir si le paquet est arrivé en double ou pas, ou dans un ordre différent de celui qu'on a envoyé. Non, il envoie des paquets, advienne que pourra. C'est un protocole qui est non connecté, contrairement à TCP, c'est-à-dire que ça peut être une source qui envoie à une autre, et puis une autre source qui envoie au même serveur. Lui, il ne sait pas, il oublie un petit peu. Il n'y a pas besoin que les deux parties se mettent d'accord avant pour faire leur échange. Ça a l'air craqué un petit peu comme ça, on se dit bon, c'est un protocole un peu nul, on peut perdre des paquets en route, etc. En fait, c'est un protocole qui est extrêmement rapide et qui est très léger et qui rend de facto DNS rapide et léger. C'est ça qui fait que DNS, c'est efficace. Alors maintenant, pour suivre une transaction avec UDP, on va avoir besoin d'astuces. Et la première astuce, c'est d'utiliser le numéro de port, qui est sur 16 bits. Donc ça fait à peu près 65 000 possibilités. Je ne vous fais pas les maths, ça va. Hein. Et on utilise un identifiant de transaction également, qui est également sur 65 536 possibilités différentes. Donc on a tout ça, et ça va créer des problèmes.
Typiquement, ce n'est pas forcément très compliqué à trouver cette paire d'identifiants avec le paradoxe des anniversaires, pour ceux qui connaissent. Et ça crée des problèmes de sécurité. Et un des plus gros problèmes de sécurité sur le DNS, c'est le DNS spoofing ou cache poisoning. Alors, ce truc-là, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Je ne vous refais pas tout le truc. Là, c'est pour rappel, Jackson, Monomaniac, Riviera Dev. Okay. On est sur de l'UDP. Maintenant, quand on est un méchant, et on fait des trucs de méchant, on met nos petites lunettes noires, on met notre capuche, hein, et on regarde un peu ce qui se passe sur le réseau. On demande des choses sur Riviera Dev, on voit que l'information, elle n'est plus dans le cache, etc. Et on se dit, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose si je devine la paire port identifiant de transaction et que je prends de course le serveur de nom. Si c'est moi qui me fait passer pour le serveur de nom, on est en UDP, donc il n'y a pas de vérification des adresses IP, et que j'arrive à répondre au résolveur DNS à ma propre requête, je peux mettre l'information que je veux en fait dans le cache, et c'est vachement bien parce que du coup maintenant n'importe qui va demander rivieradef.fr, il va avoir l'information à moi. Hein. Et donc du coup, quand Jackson il va demander Riviera Dev, toujours Riviera Dev Jackson, hein, quand il va demander rivieradef.fr, il va avoir les informations du monsieur méchant avec la capuche et tout. Donc du coup, plutôt que d'aller sur le magnifique site de Riviera Dev, il va tomber sur un site plein de chatons, choqués, déçus. Ça, c'était la V1, on va dire, de l'attaque DNS spoofing. Et en 2008, pareil, paix à son âme, ce brave Kamsky, il regarde un peu ce qui se passe sur le serveur DNS et il se rend compte d'un truc, d'une propriété intéressante à l'époque, c'est qu'on peut faire des requêtes sur les sous-domaines d'un domaine précis. Et quand on résout un sous-domaine, on peut redéfinir l'adresse IP du domaine parent. C'est vachement bien parce que du coup, j'ai un vecteur d'attaque vachement plus large. J'ai pas besoin d'attendre que mon cache il expire au niveau du serveur DNS racine. Et du coup, je peux faire autant de tentatives que je veux, autant de tentatives de récupérer la paire numéro de port, identifiant, etc. Et donc, du coup, on trivialise d'une certaine manière ce type d'attaque. C'est terrible, ça fait trembler les gens un peu dans le domaine et l'ICANN qui avait designé le protocole DNSSEC depuis un moment, il se dit bon, va peut-être falloir le mettre un petit peu plus en avant. Donc ils vont corriger ce truc-là au niveau du DNS, il n'y a plus cette possibilité maintenant. Mais également, ils vont pousser aussi tout ce qui est DNSSEC. Alors c'est une extension de sécurité, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des noms de domaine à eux. Ouais. Ah ouais, quand même, il y en a un petit peu. N'hésitez pas à activer ce truc-là. En fait, ça garantit, on va dire, l'origine de l'information d'adresse IP. Ça protège contre le cache poisoning et ce genre de choses. Bon, ça ne protège pas contre tout un tas d'autres problèmes vis-à-vis du DNS. Typiquement, ça ne protège pas contre les attaques DDoS contre le DNS ou qui utilisent le DNS pour faire des attaques DDoS. Ça ne protège pas contre le DNS tunneling où on utilise en fait le DNS pour faire passer des informations comme ça à la vue et au su de tous. Ça ne protège pas contre le typo squatting, qui est le fait d'essayer de trouver des orthographes un petit peu alternatives au nom de domaine pour pouvoir tromper les utilisateurs. Et ça ne protège pas contre toutes les problématiques autour de la surveillance, parce qu'on est en 2023, il y a eu la NSA, tout ça, vous connaissez. Et le DNS, il est sur UDP en clair. C'est assez compliqué de chiffrer de l'UDP. Et du coup, pour résoudre ce problème, les gens ils se sont dit, en fait, il y a des alternatives. On peut faire passer le DNS sur du TCP, on encrypte tout ça avec du TLS, et on a un port dédié, qui est le port 853. Et ce truc-là, il y a un petit problème dessus parce que généralement, nos sysadmins, ils sont pas trop chauds pour exposer des ports qu'ils connaissent pas, etc. Et puis voilà. Du coup, c'est pas un protocole qui a trop connu de succès. Par contre, il y a son petit frère, le DNS over HTTPS, qui est activable par n'importe qui sur vos navigateurs, etc. Vous pouvez configurer ça. Et là, on passe plus sur du EDP, on utilise TCP, TLS, on est sur du HTTP2 minimum. HTTP2, c'est bien. Il y a des RFC pour HTTP3 également, donc retour à l'UDP. Et on utilise le port 443. Donc là, aucun sysadmin censé ne voudra brider le port 443. Enfin, j'ose espérer pour vous. Donc, il y a plus de chances pour que ce soit utilisé.
Parlons un peu rapidement des alternatives. Il y a des alternatives intéressantes qui existent sur le web par rapport au nom de domaine. Et une alternative que tout le monde connaît, j'espère, c'est Tor. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc là c'est le cas usuel, hein. Quand on est sur Internet, on va contacter un serveur directement via son adresse IP. Sur Tor, on passe par tout un tas de machines de rebond, et à chaque machine de rebond, on a un niveau d'encryption, etc. Ok, bon, c'est bien. On va aller contacter une machine avec son adresse IP directement, ou alors on peut utiliser un nom de domaine en .onion. Donc c'est un hash de clés cryptographiques. Donc la plupart du temps ça ressemble à ça. Maintenant on peut générer plein de clés publiques en fait pour essayer de triquer un peu le hash, et donc ça c'était l'ancienne adresse en .onion pour Facebook. Maintenant, les clés publiques, elles sont beaucoup plus grosses, donc bon, ça devient compliqué d'avoir un nom de domaine sympa, mais vous voyez le truc. Et un truc qui est vachement intéressant, c'est que du coup, là, quand on passe par ces noms de domaine-là, on a des propriétés qui sont cool, c'est qu'on ne va pas aller contacter directement le serveur, on va organiser un point de rendez-vous, en fait, sur le réseau. Et comme ça, en fait, ni le serveur ni le client ne se connaît l'un l'autre. En fait, on connaît juste l'information du nom de domaine, et on peut faire des échanges sécurisés. Alors, ça implique plein de trucs, hein. Du coup, on passe plus du tout par le DNS. On utilise des hashmaps distribués. Ceux qui font de la blockchain, vous connaissez. Ces grosses hashmaps réparties sur l'Internet. Exit le DNS. On protège les utilisateurs et les fournisseurs de services, puisque ni l'un ni l'autre ne se connaissent réellement physiquement avec leur adresse IP. Et on garantit une certaine authenticité du service, puisque on passe par tout ce qui est cryptographie en fait pour résoudre les noms de domaine, etc. Donc on a une garantie en fait sur l'origine des informations qu'on reçoit, donc, grâce aux clés publiques. Une autre alternative très intéressante, rapidement, c'est BitTorrent. Alors BitTorrent, c'est un réseau pair à pair, en fait. Bien souvent, les gens l'utilisent pour partager des fichiers dont ils n'ont pas les droits, hein. Donc les autorités passent leur temps à essayer de fermer ces serveurs. Le réseau n'arrête pas de se reconfigurer, c'est un peu le bazar. Et comment on fait pour s'en sortir sur BitTorrent quand on veut récupérer quelque chose? Eh bien, on passe plus du tout par les noms de domaine, on utilise des magnets qui décrivent en eux-mêmes la ressource. Et ensuite, on file ça au réseau, et le réseau, il se débrouille pour aller collecter les informations à droite, à gauche, etc. On ne focalise plus sur la localisation de la ressource, mais sur la ressource en elle-même. Donc c'est un peu un changement de paradigme. Enfin, je voulais vous en parler parce que je trouve ça intéressant, culture générale, tout ça. Revenons un peu au sujet qui vous intéresse peut-être un peu plus. C'est si vous voulez votre nom de domaine, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement derrière? Alors, quand on veut un nom de domaine, on ne s'adresse pas aux gens qui gèrent la base de données des noms de domaine, on passe par ce qu'on appelle un bureau d'enregistrement, un registrar en anglais. Alors en France, les plus connus, et ceux par lesquels on passe le plus souvent, c'est Gandhi et OVH. Maintenant, GoDaddy, c'est un des plus gros à l'international, il y a Cloudflare, il y en a plein en vrai. Et en fait, ces bureaux d'enregistrement, ils vont parler au registre. En anglais, c'est registries. Et celui qui gère le .fr en France, c'est l'AFNIC. C'est une association, c'est sympa. Donc c'est pour eux que j'ai bossé. Ils bossent que 4 jours par semaine. Ils sont plutôt cool. Pour le .de, c'est DENIC. Il y a Nominet en Angleterre. Il y en a plein. Il y en a quasiment autant qu'il y a d'extensions. C'est un peu faux, mais il y en a pas mal aussi. Et du coup, quand un particulier il demande à avoir un nom de domaine précis, alors il ne passe pas par Jackson, mais par un registrar. J'avais plus d'illustration de registrar. Je fais de la RUT. Notre registrar, il va s'adresser au registre avec un protocole qui est vachement bien, c'est le protocole EPP. EPP, c'est pour Environment Provisioning Protocol. Et quand on est un développeur, on aime vraiment beaucoup parce que c'est un protocole qui est stateful, où on utilise du XML sur du TCP brut, avec des longues sessions, etc. C'est mon grand amour. Ça ressemble à ça. C'est magnifique. En EPP, on gère 3 objets principaux. On gère un domaine. Bien sûr, on est dans le monde des noms de domaine. On gère les domaines. On gère les hosts, qui sont les machines qui vont retenir les adresses IP pour un nom de domaine donné. Et on gère les contacts. Chaque domaine a un contact technique, administratif, un contact de facturation également. Donc on gère le lien entre ces différents objets. Et quand on veut créer un nom de domaine, d'abord on crée le host, ensuite on crée les contacts. Ensuite on vérifie que le nom de domaine il est bien disponible, si on fait les choses bien. Et enfin, on crée notre nom de domaine.
Donc EPP propose de faire tout ça, entre autres, hein, c'est un gros CRUD sur ces objets-là, et il y a des opérations en plus, des opérations typiquement de transfert qui vous permettent de récupérer un objet d'un bureau d'enregistrement et de l'envoyer vers un autre. Il y a des opérations de renew sur lesquelles je vais revenir. Et je vous ai dit que EPP c'était génial, je crois, hein, et un protocole qui est génial, c'est un protocole qu'on peut étendre. Du coup, un protocole qui était censé unifier les communications, etc., chacun a créé ses propres extensions, donc du coup, heureusement qu'il y a des registrars pour éviter d'avoir des BE, pour éviter d'avoir à connaître toutes ces extensions-là. Ils unifient tout ça, ils font le travail pour vous, c'est très bien. Donc, il y a beaucoup d'extensions. Quand on est un particulier, on achète notre nom de domaine et enfin, notre nom de domaine est à nous. Une fois que le nom de domaine est à nous, les informations relatives à votre domaine sont publiées dans ce qu'on appelle un fichier de zone qui va être mis à disposition à travers le DNS. Et ça ressemble à peu près à ce truc-là. Donc on va définir les temps de cache, les sous-domaines, etc. Généralement, les temps de cache, ils sont de 24 heures. Je vous ai dit qu'il y avait du cache partout dans le DNS. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous achetez votre DNS ou vous modifiez les informations, généralement, ils vous disent d'attendre 24 heures le temps que le cache se renouvelle et ce genre de choses. Parlons un peu rapidement du cycle de vie des noms de domaine. Une règle que tous les bureaux d'enregistrement observent scrupuleusement, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la première personne qui dépose une demande d'enregistrement d'un nom de domaine sera celle qui obtiendra gain de cause. Donc il n'y a pas de truc de... bon, après, voilà, ils font la course quand même, mais c'est une règle qui est très importante et on a beaucoup insisté dessus quand je bossais à la FNIC. Donc je voulais vous le rappeler. Donc on crée notre nom de domaine et en fait le nom de domaine c'est une sorte de location. On récupère un nom de domaine auprès d'un registre pour une durée donnée. Généralement c'est une durée qui dure 1 an et pendant 1 an on peut en faire un peu ce qu'on veut. On peut le transférer d'un bureau à un autre, un bureau d'enregistrement à un autre. On peut le renouveler une fois qu'on a atteint sa date d'expiration, 1 année typiquement, et j'insiste dessus, faites attention au renouvellement. C'est arrivé à des petites entreprises genre à Microsoft en 1999. Ils faisaient du SSO avec passeport.com, donc l'authentification d'utilisateurs. Ils ont oublié de renouveler leur nom de domaine. Bon, du jour au lendemain, les utilisateurs ne pouvaient pas se connecter. Ça s'est bien fini pour eux. Il y a des gens qui ont pris le nom de domaine et ils l'ont refilé à Microsoft. Enfin, l'histoire est rigolote. Donc faites bien attention au renouvellement. C'est arrivé à des petites entreprises genre Microsoft, en fait. En 2003, ils ont refait la même avec Outlook.co.uk. Bon, ça s'est bien terminé pour eux, mais voilà, c'est ça. Faites attention. Et pour éviter de faire comme Microsoft, activer un truc qui est sympa, ça s'appelle l'auto-renew. Alors bon, là, vous filez votre carte bleue à votre bureau d'enregistrement, mais pour vous, il s'occupe automatiquement de renouveler le nom de domaine tous les ans. Donc ça vous évite des petits soucis. Intéressons-nous au cas. Ah si, un petit truc, c'est que chacune de ces opérations a une période qu'on dit de grâce. Donc si on veut revenir sur une opération qu'on a faite, on peut l'annuler. Normalement, ça nous rembourse notre opération. Donc du coup, c'est gratuit. Tous les BE ne vous remboursent pas, mais enfin, sachez que les BE sont remboursés. Voilà. Et intéressons-nous au cas où on laisse en fait expirer notre nom de domaine, on veut le supprimer. Quand on veut supprimer un nom de domaine, il y a une espèce de petite période de flottement. Généralement, c'est 45 jours et le nom de domaine, il tombe dans une période qu'on dit de rédemption. Alors pendant cette période, on a quand même la main, on va dire, sur ce nom de domaine. On peut faire tout un tas d'opérations encore. On peut se décider à le restaurer. On se dit, oh finalement, mon nom de domaine, je l'aimais bien, on va le garder. Et donc du coup, on peut demander à faire une restauration. Alors faites attention, vous pouvez faire ça, mais ça va vous coûter plus cher qu'un renew, genre beaucoup plus cher. Donc voilà. Si on ne fait rien au bout de ces 45 jours, le nom de domaine il est purgé et donc tout le monde peut y accéder à nouveau. N'importe qui peut l'enregistrer à votre place. À savoir que les extensions, on va dire, gérées par les États-Unis, quand un nom de domaine est en train d'être expiré comme ça, ils vont le mettre aux enchères. Donc là, il n'y a plus la règle du premier arrivé, premier servi. C'est celui qui met le plus de cash qui est le premier servi. On ne fait pas ça sur le .fr, mais sur le .com, c'est des trucs en fonction des bureaux d'enregistrement qui peuvent avoir lieu. Parlons prix
justement. Alors, à quoi on peut s'attendre quand on veut un nom de domaine? Ça, c'est la range de prix, on va dire, classique. Normalement, les noms de domaine, ça va d'une dizaine à une cinquantaine d'euros. Alors, il y a des TLD qui sont un peu craqués, le .inc pour incorporation. Il y a du storytelling derrière. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir un .inc, hein, pas du tout. Ça, c'est les prix, on va dire, normaux. Et derrière, il y a les noms qu'on va identifier comme étant des noms premium. Alors les noms premium, ils sont rigolos parce qu'ils ont cette particularité d'être brandables en bon français. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Un nom de domaine brandable, c'est un nom qui va être court, genre bat.fr, genre cloud.net, rare.gg, c'est des noms qui sont assez courts, vous voyez. Le prix est un peu moins court, hein. C'est des noms de domaine qui sont univoques. En les lisant, on se dit tout de suite, on comprend l'intention qu'il y a derrière Marry Me, Pâtisserie Shop, Game Online. On voit à peu près les services qui vont être rendus via ces noms de domaine. Et puis, c'est des noms de domaine qui sont facilement mémorisables parce qu'on réutilise des mots du dictionnaire, l'association de mots du dictionnaire et tout. Donc, en fait, ces noms de domaine, ils ont été identifiés soit par les bureaux d'enregistrement ou les particuliers. Et donc, voilà, toute chose qui est unique, il y a de la rareté autour, on peut faire de la spéculation. Vous savez, on vit dans une société, tout ça. Bon, on a les noms premium. Qui est-ce qui fixe les prix, justement? Avant tout, c'est l'ICANN. C'est l'ICANN qui gère tout ça et c'est l'ICANN qui va déléguer la gestion d'un nom de domaine à une organisation. Donc en France, c'est l'AFNIC, c'est une association. Je me répète un petit peu. Déjà, il y a un coût d'entrée pour avoir la gestion pendant un an d'un TLD, donc c'est pas donné. Et ensuite, à chaque transaction, ils prennent une petite commission. Généralement, pour les GTLD, c'est $1 par création et renouvellement. Ça peut varier en fonction des contrats. Donc l'ICANN prend sa commission. À savoir que cet argent, il sert à financer les infrastructures du DNS, de l'Internet, etc. Si vous achetez un nom de domaine, vous financez l'Internet quand même. Bravo à ceux qui ont un nom de domaine, c'est grâce à vous. Les registres aussi, du coup, ils prennent une petite commission. Forcément, ils ont une équipe de développeurs, ils ont une équipe marketing, etc. Ils ont du matériel à faire tourner, donc voilà. Typiquement, la France facture prix coûtant vraiment le nom de domaine 4,56 actuellement. Ça va augmenter avec l'inflation un peu, mais en 2024, bref. Mais officiellement, c'est ça. Donc, si vous payez un nom de domaine en .fr plus que 4,56 €, ça va dans les poches des bureaux d'enregistrement. Qui ont aussi des employés, des infrastructures, etc. Donc, qui se rémunèrent grâce à ça. Et il y a une dernière catégorie d'utilisateurs qui sont les domainers. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais c'est des gens qui font de la spéculation sur les noms de domaine. Ils se disent, ah tiens, tel domaine, il a un potentiel marketing intéressant. On va pouvoir le vendre. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des trucs comme ça en cherchant des noms de domaine aléatoirement. C'est bien souvent, en fait, ouais, j'adore chercher des noms de domaine dans mon navigateur. C'est des gens qui ont acheté le nom de domaine et qui se disent tiens, on va pouvoir spéculer un petit peu dessus et c'est moi qui fixe les prix, du coup c'est vachement bien. Donc comment on fait quand on tombe sur vide.fr et il nous le faut? Comment on fait pour identifier la personne qui a derrière? On a un certain nombre d'outils qui existent et l'outil historique pour faire ça, c'est le Whois. Alors le Whois, c'est vachement, donc il y a une RFC, hein, c'est vachement bien. Si vous tapez whoisafnic.fr, vous tombez sur une sortie comme ça. Ça, c'est pour DENIC, donc en Allemagne. Pour l'Italie, c'est une sortie comme ça. Et vous voyez qu'on a toujours plus ou moins les mêmes informations, mais on n'a pas le même formalisme tout le temps. C'est un peu chiant hein, pour les gens qui feront de l'agrégation de données autour de ça. C'est pas forcément super cool. Et donc, du coup, en fait, les gens de l'ICANN, ils se sont dit, non, mais bon, à un moment, on est en 2015, etc. Il y a des REST API et tout ça, avec du HATOAS. Et donc, on a le RDAP maintenant. Pour avoir toutes les informations, ça gère de l'authentification en fonction de vos niveaux d'accès. Vous pouvez avoir plus ou moins d'informations, c'est trop bien. RDAP, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Comment bien choisir vos noms de domaine? Alors là, on va rentrer dans la partie un peu plus suggestive du talk. C'est des règles générales. Alors, vu que c'est des règles générales, il y a autant d'exceptions que de cas généraux. C'est des grandes lignes. Si vous avez à choisir un nom de domaine, donc je partage ça avec vous. Les gens sont plutôt d'accord là-dessus.
typiquement, je gère ma carte Navigo.île-de-France-mobilité.fr. Alors c'est très francilien comme exemple, hein, la carte Navigo, c'est le truc qui permet de naviguer, de prendre les transports en commun sur Paris. Et maison de la radio et de la musique, alors je ne sais pas ce que vous en dites, hein. Moi je trouve que c'est des noms de domaine qui sont un petit peu longs, c'est pas forcément très facile à retenir. Généralement, la règle qu'il faut retenir pour les noms de domaine, c'est essayer de taper sur genre 2-3 syllabes. Une syllabe, c'est pas forcément très très bien, hein. Donc essayez de garder des noms aussi courts que possible, c'est pas mal. Alors ces petits trucs-là, il y a eu beaucoup de fantasmes pendant très longtemps sur les noms de domaine, mes mots-clés pour le référencement. Alors typiquement les fruits et les légumes frais, c'est un truc qui est rigolo. Au moment où j'ai préparé ce truc-là, j'avais tapé sur Google vente de fruits et légumes frais. Et donc du coup, ce nom de domaine-là, il est apparu pas en deuxième position, hein, mais en deuxième page de Google. Pensez pas que le nom de domaine en lui-même, le second level domain, il a une influence quelconque sur le SEO. Bien au contraire. L'extension a une importance géographique, mais pas le nom de domaine en lui-même. Donc, essayez pas de mettre des mots-clés comme ça pour le référencement. Ça ne sert à rien. Alors, ces trucs-là, je ne me moque pas des services qu'il y a derrière, etc. On est très inclusif, il n'y a pas de problème. Surtout qu'Easy Solutions, c'est des amis à moi. Ce que je dis, en fait, c'est que les orthographes alternatives, les pluriels muets en français, hein, on a cette particularité en France, c'est compliqué parce que du coup, pour les gens qui sont très bons en orthographe ou les gens qui ne sont pas très bons en orthographe, c'est toujours très confusant de devoir retenir ce genre de nom de domaine. Donc faites très attention quand vous faites des jeux de mots comme ça. Voilà. Essayez de penser votre nom en termes de marque et ce genre de choses. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien en tant que geek, hein. On peut faire des dingueries. Energy.ie ou Dell.icio.us. À savoir que pour ces derniers-là, ils se sont rendus compte à quel point ils avaient déconné. Ils ont dû racheter delicious.com beaucoup plus tard et ça leur a coûté une fortune parce que y a des gens qui avaient compris que y avait un business à se faire. Donc voilà. Faites pas forcément trop de jeux de mots avec les TLD. En fait, en 2023, les gens sont pas prêts. Pensez à ce que à votre auditoire en fait, et si vous avez des sites génériques, Madame Michou, elle n'est pas forcément prête à se dire ça c'est ok. Donc voilà. Les tirets aussi, il y a des grands débats en France. Ouais, est-ce qu'on utilise des tirets, est-ce qu'on n'utilise pas des tirets? Ouais, il y a des gens qui se prennent la tête, hein, sur les noms de domaine, beaucoup. En France, on n'a pas trop de problèmes. Je voulais juste faire remarquer que c'était intéressant d'avoir une extension en BZH et de rappeler que c'était la Bretagne. C'est bien les Bretons, ils sont très fiers de leurs extensions. Faites attention aux tirets, en fait. Ça marche en France, à l'international, beaucoup moins. Il y a encore plein de gens qui ne savent pas où est le tiret sur le clavier. Est-ce que c'est le tiret du 6? Est-ce que c'est celui du 8? Voilà. Évitez autant que possible. Et enfin, une catégorie que j'aime bien, c'est les IDN. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça, c'est des noms de domaine tout à fait valides, hein. Académie française avec un CCD et un accent, c'est typique, hein. Les sinogrammes, les caractères japonais. Attention. Faites très attention à ça parce que si vous filez ce genre d'informations à votre grand-père ou quoi que ce soit, ils vont se dire attends, c'est bizarre, moi j'avais l'habitude d'aller sur Google. Donc bon, faites très attention et je vous invite, c'est pas que je vous déconseille d'en acheter, c'est que si vous en achetez la variante non IDN surtout pour pouvoir rediriger. C'est ce qu'a fait l'Académie française, hein. D'ailleurs, ce truc-là, ça redirige vers Académie française sans accent, sans CCDI. Bref, faites attention aux IDN, les gens ne sont pas prêts. Attends, un tout dernier exemple, hein, que j'aime bien, Milka.fr. Alors, évitez de posséder le prénom d'une grande marque de chocolat, en l'occurrence. Milka, c'était une couturière en France. Ses enfants lui avaient offert le site Milka, enfin le nom de domaine Milka.fr pour qu'elle expose ses trucs. Kraft Food, qui sont l'entreprise qui gère Milka.fr, lui est tombé sur le paletot. Il y a eu 5 ans de procédure judiciaire. Elle a perdu. Voilà, les petits conseils maintenant si vous voulez choisir votre nom de domaine. Alors, pensez à votre nom de domaine en tant que marque. Pensez à la règle de la radio. Si vous entendez un nom de marque à la radio, vous devez savoir l'écrire, etc. Et surtout, déposez votre nom de domaine avant de faire la moindre communication dessus pour éviter qu'il y ait des petits malins, hein, qui récupèrent le nom de domaine. Puis après, ça va être 1 million d'euros. Bon, non, faites attention parce qu'en plus, votre campagne marketing, après, c'est compliqué.
Pensez au niveau de confiance qu'on accorde au TLD. On ne va pas accorder le même niveau de confiance à un point LOL, hein, ça existe pour de vrai, hein, qu'un point .io, un point .com ou un point .fr. Les gens sont très habitués au point .com. Donc, tant qu'à faire, essayez d'en avoir. Maintenant, bon, c'est un peu compliqué. Donc, tapez sur les alternatives régionales, donc la France, le point .de. Typiquement, il faut savoir qu'en fonction de votre marché, il y a des gens qui vont accorder plus ou moins de confiance au TLD, aux extensions. L'Allemagne est très friande et accorde beaucoup de confiance dans les sites qui sont en .de. Donc, il faut le savoir. De même, il y a des promotions toute l'année sur les noms de domaine. Vous ne faites pas avoir, essayez d'avoir vos noms de domaine au meilleur prix. Faites attention sur les renews, parce que justement par rapport aux promotions, il y a des super offres d'appel sur les noms. Vous pouvez avoir votre nom de domaine à 1 euro, trop bien. Puis après, en fait, au moment du renouvellement, c'est plus la même soupe. Et donc, c'est là que vous pouvez faire du transfert en fait, de registrar en registrar. Comme ça, bah, vous pouvez bénéficier des tarifs sur les renews proposés par le registrar. Il y a plein d'outils sur le net pour, si vous n'avez pas le nom de domaine qui vous intéresse, pour essayer de trouver une extension rigolote et ce genre de choses. Donc bah là, il y a typiquement domaine.gordon. Il y a des comparateurs de prix. N'hésitez pas à les utiliser. Voilà, c'est la partie amusez-vous avec les noms de domaine. Conclusion. Aujourd'hui, les noms de domaine sont partout, vraiment partout. Et la grande force des noms de domaine, c'est qu'en fait, on a oublié qu'ils étaient là. C'est rentré en fait dans l'imaginaire collectif. Bien sûr, on va sur Internet, on va sur google.fr, etc. Alors, les noms de domaine, ce n'est pas un système parfait, loin de là. Je vous ai parlé des alternatives. Il y a des problèmes de sécurité, je vous en ai parlé. Il y a des problèmes de gouvernance, l'ICANN aussi. Des fois, il y a des trucs un petit peu bizarres dessus. Ce n'est pas un système qui est parfait, mais c'est un système qui marche depuis qu'il est là. C'est une des premières bases de données distribuées fonctionnelles du monde, hein, qui aujourd'hui encore fonctionne après 40 ans d'existence et qui fonctionne très bien. Donc quand même, longue vie au nom de domaine. Aujourd'hui, c'est vraiment la porte d'entrée vers le web. Ça fait 46 minutes que je parle. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai mis des liens si vous voulez qu'on en discute après. Ça, c'est les sources. Alors, il y a beaucoup d'images dont je n'ai pas les droits. Après, il y a plein de sources. J'ai lu des livres. Il y a des livres sur les noms de domaine, pour de vrai. Voilà. Juste, je voulais vous dire merci de m'avoir écouté. Merci au Riviera Dev, vraiment, c'est trop cool votre conférence. Je suis trop content d'être là. Merci à Takima, merci à la FNIC, merci à tous. Et n'hésitez pas, j'ai des stickers avec des bébés Yoda. Ils sont tous là. Il y a pas que des bébés Yoda. Hein. Je redistribuerai après. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il y a 4-5 minutes là pour les questions. Ouais. Ouais, le point TV. Ouais. Non, typiquement, tu vois, il y a les extensions. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que pour avoir une extension, il faut que le pays existe? Alors, typiquement, tu peux avoir des extensions génériques. Hein. Il y a le point BZH qui fait référence à une région, mais tu as le point LOL, etc. Tu peux avoir des extensions comme tu veux. Maintenant, les extensions à 2 caractères, elles sont réservées au nom de pays. Et oui, il me semble qu'il faut que le pays existe. Je sais pas trop. Mais enfin voilà, on n'est vraiment pas limité au nom de pays, on peut avoir des extensions un peu folles. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, vas-y. Alors, qui est-ce qui siège à l'ICANN? Il y a beaucoup de monde, en fait, pareil, c'est une association. Alors, pendant très longtemps, ça a été sous la coupole des États-Unis. Maintenant, c'est une organisation internationale. Il y a plein de monde, c'est un truc collégial. Il y a des gens, il y a des Français, il y a des Allemands. Je sais il me semble que tout le monde participe. En France, un des grands pontes du nom de domaine, il va y avoir Stéphane Bortsmeyer qui travaille à l'AFNIC. Si ça vous intéresse, allez sur son blog, il est très bien. Donc, ouais, c'est vraiment un truc collégial. Maintenant, bon, bah, il y a une très grosse influence des États-Unis parce que, bah, voilà. Ouais. Dis-moi. Je peux pas t'en parler. Je sais pas. Là, ça me dépasse un peu. L'avenir du reverse DNS, ça me dépasse. Désolé. D'autres questions? Ici, ouais, dis-moi.
Ouais. Alors, ouais, donc pour l'exemple de Milka, effectivement, si vous faites un. En fait, ça, c'est rigolo, c'est les règles juridiques qu'il y a par rapport au nom de domaine. Cette pauvre Milka, bon, elle s'est fait avoir par Kraft Food parce que c'est une extension française aussi, et la France est très conservateur vis-à-vis du nom des marques. Donc, si vous prenez un nom de domaine pour vous, parce que c'est votre nom, mais c'est aussi le nom d'une marque, bien souvent la France ira en mode oui, c'est un préjudice pour la marque, etc. Donc, ce sera pas nécessairement à votre avantage. Après, bon, il peut y avoir des négociations à l'amiable et ce genre de choses. Maintenant, il faut savoir que l'Internet, c'est un truc international. Du coup, si vous achetez une extension autre que le .fr, la juridiction française ne s'applique pas nécessairement. Typiquement, il y avait des Coréens qui avaient racheté France 1, France 2 et France 3, je crois, et qui avaient écrit plein d'insultes sur la France. Non, mais pour de vrai, hein, c'est une vraie histoire. Et la France a dit, bon, c'est quand même pas très gentil, vous arrêtez, c'était des .com. Hein. Et les Coréens ont dit, mais on s'en fiche, enfin, c'est pas contraignant vos décisions de justice, donc on continue de vous insulter. Voilà, c'est pour l'anecdote. Il y aurait d'autres questions? Ouais, dis-moi. Alors, est-ce qu'il y a des choses uniformisées contre le squatting? J'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à, je ne sais pas exactement, je vais te parler de mon expérience moi à la FNIC, où pour le coup, cette association fait très attention, elle est en lien avec la France, et l'État français fait très attention à ce genre de choses, et donc du coup il vérifie assez régulièrement sur les noms de grandes marques et ce genre de choses qu'il n'y a pas des pratiques bizarres. Des fois va y avoir des gens qui font des campagnes pour acheter plein de noms de domaine qui ont des orthographes proches de services qui existent, et donc il y a des analystes qui regardent ça et qui se disent oh là, il y a une opération un peu bizarre en cours, et donc il y a plein d'opérations automatiques et tu peux te voir refuser un nom de domaine parce que voilà, c'est trop proche du truc. Je sais qu'il y a des pratiques, et après c'est de l'hygiène, on va dire, au niveau des entreprises en elles-mêmes, typiquement toutes les banques, tous les services un peu nationaux comme ça ou sensibles vont acheter les variantes de leur nom de domaine, comme ça ils sont sûrs que les utilisateurs, s'ils ont une petite faute ou quoi que ce soit, ils seront redirigés vers le bon site. Mais c'est à l'initiative un peu de tout le monde, et voilà, là en France c'est géré par une association, des fois c'est géré par des entreprises à l'extérieur, pour le .com c'est une grande entreprise, enfin, donc chacun fait un peu ce qu'il veut vis-à-vis de ça. Ouais, dis-moi. Si, alors à une certaine époque, effectivement, il fallait justifier d'être résident sur le territoire français ou d'avoir une activité relative à la France. Honnêtement, ça m'échappe, je crois plus que ce soit le cas maintenant. C'est le cas pour le point BZH. J'ai beaucoup déliré autour du point BZH quand je bossais chez eux parce qu'on a mis en place ces trucs-là. Euh, il y a des TLD qui sont contraignants, il y a des domaines qui sont contraignants vis-à-vis de leur politique d'acceptation de délivrer un nom de domaine ou non. C'est à l'initiative de n'importe qui. Après, il y a toujours des trucs où le point .fr, donc la FNIC peut demander des justificatifs d'entreprise et tout, de domiciliation, etc. Après, ce qui se passe, c'est que il y a des entreprises qui passent par des particuliers pour faire des rebonds. En fait, bon, tu peux faire tes montages comme tu veux si tu veux vraiment un truc. Bon, c'est une question d'argent, mais ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a des justificatifs à produire. Après, ça dépend vraiment des TLD. Hein. Il y a des TLD, ils demandent rien du tout. C'est open bar, c'est limite gratuit. Tu vois, ça va dépendre ça va dépendre de quel TLD tu veux aller. Je crois que les TLD turcs comme ça, c'est quasiment super, super open. Alors c'est peut-être plus trop le cas maintenant parce que pendant le confinement, il y a eu plein de délires autour de ça, mais voilà, tout le monde gère un peu ces TLD comme il l'entend. Après, c'est une politique presque nationale pour les CCTLD. Ouais, dis-moi. Ah, sinon on en rediscute. Là, il y a des stickers aussi. N'hésitez pas. Merci beaucoup à vous. Et remercier Riviera Dev, c'est trop bien. Vraiment. Merci.